L'Homo sapiens. Au cours des 10 derniers millénaires, avant notre ère, deux civilisations d'Homo sapiens, l'ibéro-maorisien et le capsien, se partagent complètement le territoire de ce qui sera l'Algérie. La première est littorale italienne, elle déborde sur l'actuelle Tunisie et sur le Maroc. La seconde est continentale et se limite au Constantinois et à la Tunisie centrale. L'expression libéro-mahorisien en Algérie est aujourd'hui connue avec une précision telle qu'on peut tracer les limites et figurer les foyers sur une carte à grande échelle. L'Atlas télien n'est franchi qu'à l'ouest et les hautes plaines y sont atteintes, entre parenthèses Tiaret, ou même traversées, entre parenthèses El Hamel. Il semble que l'invasion se soit faite d'est en ouest et très vite. L'humanité ibéro-maorisienne n'est pas seulement une ethnie, c'est-à-dire un groupe d'hommes liés par une civilisation commune. Elle est un type d'humain dit de Meshta el-Arbi qui peut être décrit grâce aux nombreux squelettes qui ont été découverts, en particulier dans une grotte de la région de Bougie. Il est assez semblable au type de Cro-Magnon, quoique plus fruste physiquement et intellectuellement. Sa disparition semble avoir été tardive et lente. Il occupe de grandes régions néolithiques et l'on admet généralement que ses derniers représentants furent jusqu'à l'aube des temps modernes, les Guanches des îles Canaries. L'ibéro-mahorisien a peut-être précédé le capsien, avant de lui rester contemporain. Mais même alors, les deux civilisations sont demeurées foncièrement différentes jusqu'à la révolution néolithique. Les habitats capsiens sont des escargotières ou cendrières, entre parenthèses ramadia, qui se pressent dans les plaines constantinoises et en Tunisie centrale. Au cours d'une première étape, le capsien ne dépasse pas au nord les monts des Néméchas. Puis, il occupe les cuvettes humides jusqu'au pied de l'Atlas télien, entre parenthèses, Constantine Sétif, sans nulle part atteindre le littoral. C'est ce stade évolué, caractérisé par un outillage d'armature microlithe, de forme souvent géométrique, que l'expérience du carbone 14 date. Dans la région de Tébessa de la fin du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Le Sahara, que l'humanité ibéro-maorisienne n'a même pas effleuré, a été en partie reconnu par les Capsiens. On suit leurs traces du sud constantinois jusqu'au Tikidelt. Ces hommes appartenaient au groupe des Méditerranéens, auquel se rattachent encore les Berbères actuels. La civilisation capsienne finissante était préparée à recevoir les grandes découvertes qui constituent la révolution néolithique. Celle-ci submerge le Maghreb et le Sahara, où elle développera d'ailleurs les plus beaux foyers africains. Dans le Tel, c'est un néolithique relativement pauvre qui succède à l'ibéro-mahorisien et au capsien. Le plus souvent blotti dans les grottes, il ne s'accompagne de manifestations artistiques remarquables. Toutefois, on soupçonne que la barrière méditerranéenne est alors franchie et que l'Europe et l'Afrique du Nord ne sont l'une et l'autre découvertes. Mais l'apogée néolithique est saharienne, avec une variété régionale étonnante dans la joaillerie des pointes de flèches, la perfection des pierres polies, qui affrontent l'art difficile de la sculpture, les gravures et surtout les inestimables galeries de peinture dont la qualité esthétique ne doit pas faire oublier l'exceptionnelle valeur documentaire. Ce monde saharien succombera devant le désert aussi totalement et presque aussi brutalement que la civilisation mexicaine sous les coups des Espagnols. Sorry.
On a parlé ici de catas de cataclysme historique. Ce fut, en Afrique, un cataclysme d'un autre ordre que l'inéluctable dessèchement des régions où pèse ou pas alors, je commence à avoir un petit peu mal aux yeux, je vais refaire la phrase. On a parlé ici des cataclysmes historiques, on parle ici de non, bah, tu vois? Toujours pas. On a parlé ici de cataclysme historique, ce fut en Afrique un cataclysme d'un autre ordre que l'inéluctable dessèchement des régions où paissaient les bœufs et que parcouraient des chars de guerre attelés de chevaux. La zone thélienne est désormais intégrée au monde méditerranéen avec des nécropoles dolméniques, sa poterie peinte, et nous voici ainsi parvenus au temps de Carthage, à l'histoire. Ce passage spécialement, nous devons le préciser, provient de El Balout, l'ouvrage Algérie préhistorique, Paris 1958, de la page 6 à la page 8. Les modes de vie. Dans les stations ibéro-maurisiennes de la région d'Alger, il s'est entendu que l'ibéro-maurisien est une civilisation essentiellement, mais pas exclusivement, littorale. Il reste encore à tenter une description sommaire des modes d'habitat. Une première remarque s'impose. La distribution géographique des gisements algérois révèle que parfois, comme aux Oued Karma, les Ibéro-Maurisiens ont séjourné assez loin du littoral, mais à proximité d'un point d'eau. Quant aux sites purement littoraux, ils attestent des choix variés, parfois inexplicables, du moins dans le contexte géographique actuel. Au Chênois, l'habitat en grotte et sur le talus d'avant-garde est la formule choisie. Ces grottes, qui dominent le rivage de quelques dizaines de mètres, sont adossées au massif. Le site permet ainsi la combinaison de deux formes d'activité. La chasse dans la montagne, gibouilleuse, et la récolte des produits de la mer à des fins alimentaires ou esthético-religieuses. Entre parenthèses, parure. Pourquoi dans ce cas le ravin situé à la sortie du village de Chênois-Plage possède-t-il de vastes abris qui n'ont pas été fréquentés par les préhistoriques? Il est impossible de le dire. À la limite occidentale de notre région, ainsi qu'aux Oued Kerma, c'est l'habitat en plein air qui est attesté. Au Musoir, entre parenthèses, plage du Figuier, à Courbet-Marine. Si le choix du Musoir peut se comprendre, celui de Courbet-Marine nous paraît irrationnel. Au Musoir, la petite station au pied de la dune est abritée par l'extrémité même du Musoir. À Courbet, par contre, aucun souci de confort ne se manifeste. De plus, si le rivage est proche, entre parenthèses, mais l'est-il à l'époque, les pentes du Djabel Arous, susceptibles de fournir du gibier, sont encore assez éloignées. On aperçoit mal les raisons qui ont présidé ici au choix du site. S'agirait-il alors d'un campement provisoire? C'est peu vraisemblable. Il y a eu, sur ce gradin, séjour de préhistoriques. L'outillage y était débité en abondance. L'importance du foyer suggère une installation durable. L'état des documents non lithiques interdit d'autres précisions. En effet, ailleurs, au Chênois, habitat et mode de vie semblent en conformité au gisement Haïmé. Il est impossible de reconstituer même le régime alimentaire des habitants
du régime alimentaire des habitants. On ne peut rien imaginer de leurs ressources, de leur rapport avec la mer et les zones boisées de l'arrière-pays, des bois qu'ils utilisaient dans leur foyer. Le cadre naturel dans lequel ils vivaient a dû être différent de ce qu'il est actuellement. À Racel, entre parenthèses chinois, au moins, l'on peut affirmer que les occupants du site furent consommateurs de gibier, mais aussi d'escargots terrestres, de trochus et, à un moindre degré, de moules et patelles. Il y a là peut-être le témoignage d'un mode de vie ayant atteint une sorte d'équilibre combinant les ressources synégétiques et celles de la mer. Dès lors, l'industrie lithique, où ne se trouve ni burin, ni perçoir, ni éclat, et l'amado, et si peu de grattoirs, ne reflète-t-elle pas assez paradoxalement cet optimum dans les conditions de vie qui ne requérait qu'un type d'outil, la lamelle à bord abattu? Nous aurions là une véritable mono-industrie, entre parenthèses, comme on dit, monoculture, correspondant à un mode d'alimentation et de vie donné et non à un état de connaissance technique déprimé au regard d'autres civilisations épipaléolithiques. Ce passage nous est gracieusement offert par C. Brahimi, libéraux mahorisien littoral de la région d'Alger. Mémoire du CRAP 13, Paris, 1970, de la page 144 à 145. C'était quand même pas un métier facile, ce passage-là d'Antiquité, et j'en suis totalement ravie cependant et honorée. Et le prochain sera le chapitre 2, non sans un certain sourire d'héritage. Le chapitre 2 s'appelle Les Berbères.